Bonjour à tous, Julien Portfolio. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'impact de la démographie sur un portefeuille boursier. Alors l'impact de la démographie, il faut se projeter sur le long terme et aujourd'hui, on va faire une analyse de la zone euro, de la Chine et puis des États-Unis à horizon 2100. Donc effectivement, on voit loin, mais lorsque vous investissez sur du long terme, vous devez voir loin et puis penser sur les projections futures de cash flow que va générer une entreprise. Ici, on n'est pas là pour parler day trading, acheter une position, la revendre, etc. On est là pour conserver sur le long terme et on va voir ensemble l'impact de la démographie sur l'investissement. Donc j'ai fait une petite étude à ce sujet grâce à l'intelligence artificielle. On va analyser les différents scénarios. Alors on va commencer par la Chine. Population actuelle 2025, 1,4 milliard d'habitants. Projection 2100, donc scénario médian 600 000 à 766 millions d'habitants. Scénario bas, projection basse 475 587. Et projection haute 1,15 milliard. On va prendre à chaque fois le scénario médian pour avoir les projections de démographie à horizon 2100. Donc l'évolution. Donc même si on part sur le scénario médian, on va dire baisse de 30 à 60% de population d'ici 2100, donc soit une perte de 600 à 900 millions d'habitants. Donc là en espèces, on va arrondir à 700 millions d'habitants en moins pour la Chine à horizon 2100. Évolution prévue, facteur clé, donc vous savez que vous avez une faible démographie en Chine, une faible fécondité, donc taux de 1,15 enfants par femme, loin du seuil de renouvellement à 2,1, vieillissement rapide. Les plus de 60 ans pourraient représenter 33% de la population d'ici 2035, donc effectivement c'est un marché. Le vieillissement est un marché, notamment pour la santé, pour la vente de médicaments. Politique de l'enfant unique a fait des ravages, qui a un impact durable sur la structure démographique. Immigration limitée, effectivement, vous pouvez pas... Il n'y a pas d'immigration en Chine, il n'y a pas de visa de résidence permanente, même pour un rentier. Regardez, l'environnement est quand même intéressant. Pourquoi? Puisque vous n'avez pas d'inflation, le logement coûte pas cher, notamment à cause des problèmes de surconstruction et puis de bulles immobilières. Donc, c'est-à-dire vous pouvez vous loger pour rien en Chine. Le coût de la bouffe, ça coûte rien. Et effectivement, la Chine aurait pu être une hypothèse pour un FIRE. Je vous dis ça pas pour rigoler, mais comme le coût de la vie est faible, finalement, vous vivez mieux en Chine avec 1000 euros qu'avec 1000 euros en France ou en Espagne, puisque le coût de la vie est 2 fois moins élevé. Vous pouvez acheter des voitures électriques à 15 000 dollars hein, que vous allez payer à minima 2 fois plus cher en Europe, par exemple. Donc c'est effectivement la Chine une zone qui est déflationniste, hein, c'est-à-dire que vous avez il y a une très faible inflation, voire même une déflation, et du coup le coût de la vie baisse. Et puis le fait qu'ils aient une démographie qui soit faible a une incidence sur l'inflation des produits. Et en l'espèce, il y a pas eu après le Covid comme en zone euro une explosion du coût de la vie avec des augmentations des prix de l'alimentation comme en Europe de plus 50%. Donc ça, c'est vrai que la Chine aurait été un endroit pour faire un FIRE et pour aller chercher votre indépendance financière. Mais comme l'Asie du Sud-Est, l'Asie en général, vous allez au Japon, c'est la même chose. La vie coûte rien. Alors tendance, la population a commencé à décliner en 2022. Le déclin s'accélérera après 2030 avec une perte annuelle estimée à 10-20 millions d'ici 2050. Alors ouais, donc la Chine, effectivement, donc si on part sur le scénario médian, on va taper sur moins 50% de population à horizon 2100. Zone euro, population actuelle, 347 millions d'habitants, projection 2100, scénario médian 300 à 320 millions, scénario bas 280 millions, scénario haut 340 millions. On va prendre en compte les projections médianes, d'accord? Donc 300 à 320 millions, donc c'est stable.
ça baisse légèrement, c'est stable, hein, donc faible fécondité, effectivement, 1,5 enfants par femme, vieillissement démographique, avec un ratio de dépendance des personnes âgées atteignant 57%, marché de la santé à ne pas négliger pour la zone euro aussi, donc tout ce qui est entreprise pharmaceutique, etc. Immigration, solde migratoire positif, atténue la baisse, mais ne l'inverse pas. Disparité régionale, les pays du Sud et de l'Est déclineront plus fortement que ceux du Nord, Irlande et Pays-Bas. Tendance, la population de la zone euro devra atteindre un pic vers 2026-2030, puis décliner lentement. D'accord? Donc scénario médian, donc 347, 2100, 320 millions, donc on va dire moins 30 millions, d'accord? On va dire qu'on est à peu près stable pour la zone euro. Enfin, États-Unis, population actuelle 345 millions d'habitants. Projection 2100, scénario médian 400 à 450 millions d'habitants. Vous pouvez constater que les États-Unis sont la seule zone en croissance démographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait surpondérer vos investissements US. Surpondérer vos investissements US si vous avez un environnement favorable, effectivement, et pas tout le contraire de ce que fait Trump actuellement, de vouloir taxer par exemple les non-US citizens sur les dividendes. Par exemple, il faut que l'environnement soit favorable, il faut qu'il y ait une stabilité, et c'est pas ce qui se passe actuellement aux US avec les barrières douanières et puis les changements de direction brusques dans la politique internationale de Trump, politique économique internationale, et les investisseurs recherchent une stabilité. Mais bon, on est sur une hypothèse de 2100. Trump ne va pas rester au pouvoir jusqu'en 2100, mais effectivement, pour le moment, il est au pouvoir. Et puis ce que je vous disais aussi, c'est que si vous instaurez par exemple des prélèvements à la source sur les dividendes à donc 15% actuellement, plus 20% supplémentaires, 35%, il y a peu de chances du coup que vous reveniez en arrière. Une fois que vous atteignez un palier, c'est difficile de revenir en arrière, et donc ça joue sur la politique d'investissement de long terme des hedge funds, etc., puisque ça va jouer sur la rentabilité. Mais quand on regarde finalement les chiffres, les US, population actuelle 2025, 345 millions d'habitants, projection 2100, 400, 450 millions, scénario bas 317 millions, hypothèse de faible fécondité, scénario haut 580 millions. Le médian, on est positif, et on peut gagner jusqu'à 60 millions d'habitants à horizon 2100. Donc évolution prévue, croissance 15 à 30%, soit un gain de 50 à 100 millions, facteur clé fécondation modérée, immigration élevée, vieillissement moins marqué, les plus de 65 ans représenteront 23% de la population en 2050 contre 31% en Europe, diversité démographique, une population jeune soutient la dynamique, tendance aux US, la population continue de croître jusqu'à 2050, 2060. Donc effectivement, quand vous regardez les trois zones, Chine, Euro, États-Unis, on est en croissance. Donc ça, c'est bien pour les investissements, et c'est bien pour une surpondération de vos investissements en zone US. Donc c'est bien, si vous investissez sur un ETF SP500, vous serez 100% US. Si vous investissez sur un ETF World que je préconise, vous serez à 60% US, et il y aura un rebalancing sur les autres zones, sauf pour ACWI où là vous avez une part d'émergente market et vous pouvez capter un peu la croissance de la Chine. D'accord, donc alors les conséquences, impact du déclin démographique sur les investissements, conséquences du déclin démographique, réduction de la main-d'œuvre. Donc la population en âge de travailler pourrait diminuer de 200 à 300 millions d'ici 2050, réduisant la capacité productive. Oui, effectivement, réduction de la main-d'œuvre, réduction du marché intérieur. Si vous avez des stocks, par exemple, défensifs, consommation de base, consommation discrétionnaire, si vous avez moins de consommateurs potentiels, il y aura moins de chiffre d'affaires, et donc il y aura une baisse du chiffre d'affaires des entreprises, et ça sera pas intéressant d'investir sur ce type d'entreprise. Vieillissement, dépenses liées aux retraites et de santé pour atteindre 20% du PIB d'ici 2050. Pesant sur les finances publiques. Donc on parle de cette problématique en France, on va pas revenir là-dessus, j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet.
Consommation en baisse, secteur à risque, les industries dépendantes d'une main-d'œuvre abondante, forte demande domestique, secteur résilient, technologie, industrie liée au vieillissement, healthcare, BME, mon CEF healthcare par exemple qui est défensif. Risque géopolitique, tension avec les États-Unis, on en a parlé, Europe, baisse modérée de la population, effectivement, vieillissement. Alors, faut-il bannir les investissements en Chine par exemple? Pourquoi éviter? Le déclin démographique rapide réduira la taille du marché, effectivement. Par contre, la Chine reste un leader dans des secteurs stratégiques comme les véhicules électriques, les semi-conducteurs, l'IA, le marché intérieur même réduit restera l'un des plus grands au monde, 600 millions de consommateurs en 2100, équivalent à l'UE et aux États-Unis combinés, donc ça à prendre en compte aussi. Conclusion pour la Chine, un bannissement total des investissements n'est pas justifié. Les investisseurs doivent être sélectifs, privilégiant les secteurs à forte valeur ajoutée. D'accord? Europe. Donc Europe, on est stable, on va dire. Et puis les US, il faut mettre le paquet sur les US parce que on serait en croissance, donc il faut surpondérer les US. Alors ouais, j'avais fait une petite étude pour Baba aussi, puisque vous savez que j'ai 7% de mon portefeuille qui est affecté à Alibaba, donc 99,88.HK. Alors est-ce que Baba serait un investissement intéressant à horizon 2100? Donc facteur positif, donc Baba c'est le leader dans l'intelligence artificielle et le cloud. Ils investissent massivement dans l'IA avec des modèles comme QN, etc. qui pourraient être leaders mondiaux, leaders en Asie déjà pour commencer. Alibaba prévoit d'investir massivement d'ici 2028, donc 52 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, ce qui pourrait positionner l'entreprise comme un leader dans un marché en expansion rapide, ou effectivement diversification internationale via AliExpress, Lazada, vous connaissez ces plateformes, valuation attractive, PER à 12 contre 30 pour Amazon. En fait, si vous voulez, le business à l'heure actuelle de Baba, c'est que vous avez que le e-commerce qui est valorisé dans le PER de 12. Vous enlevez complètement la partie cloud, elle n'est même pas valorisée, alors que c'est le secteur à plus forte croissance. Donc ça veut dire que le cours de Baba est actuellement sous-valorisé selon moi. Problème, soutien gouvernemental, effectivement vous avez des problèmes géopolitiques, etc., notamment avec l'affaire avec Jack Ma. Politique pro-croissance, effectivement, c'est en train de se calmer un petit peu. Il n'y a plus de répression technologique comme en 2021. Stabilité financière, flux de trésorerie élevé, 70 milliards de cash en trésorerie, des revenus qui croient à 6,5% pour Taobao en 2023. Oui, vous avez une concurrence accrue aussi avec des concurrents comme JD, PDD, effectivement, sur le marché intérieur. Mais bon, Baba a plus de 50% du marché aussi, donc il faut relativiser. Impact de la réduction de la population chinoise, oui, sur la réduction du marché intérieur, ça c'est évident. Est-ce que ça va être compensé par l'intelligence artificielle, par le cloud, baisse de la main-d'œuvre, vieillissement vieillissement démographique d'ici 2050, 30% de la population en Chine aura plus de 65 ans, contre 20% en 2025. Les seniors consomment moins de biens, effectivement. Consommation de base, déclin démographique combiné à une faible confiance des consommateurs. Donc voilà, ouais, vous avez le détail. Hein. Donc Alibaba est-il un bon investissement à horizon 2100? Alors, valorisation basse, résilience sectorielle, effectivement, puisque c'est une entreprise qui est ultra diversifiée. Soutien politique récent, risque démographique, concurrence. Donc voilà. Donc vous avez un détail. Donc effectivement dans votre portefeuille, donc moi j'ai un portefeuille qui a 50% en investissement US. J'ai une allocation donc à 7% sur la Chine avec Baba et Bidou. Bidou c'est le moteur de recherche donc concurrent de Google. Baba c'est du Amazon on va dire, d'accord. Donc j'ai une exposition sur la Chine à hauteur de 7% du portefeuille. Pour l'Europe, j'ai du Air Liquide à 17%. Et puis voilà, bon, on a fait le tour. N'hésitez pas à liker cette vidéo.
Et puis abonnez-vous.